nous pour ce club, comme tous les lundis. Yves Tréhard, bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On est ravis de retrouver Françoise Degois. Ça va Françoise? Ça va super bien. Éditorialiste politique. On va parler avec vous de plusieurs sujets. D'abord des suites de l'attentat de Mulhouse. Le suspect est un Algérien que l'Algérie a refusé par 10 fois de reprendre sur son territoire. C'est ce que dit Bruno Retailleau. Alors faut-il durcir nos relations avec l'Algérie après ce nouvel acte terroriste? Vous nous direz ce que vous en pensez. On va parler des législatives en Allemagne marquées par une percée historique de l'extrême droite et une victoire des conservateurs. Le futur chancelier Merz est-il un atout pour la France et l'Union européenne dans son rapport de force avec Trump? On verra ça avec vous. Et puis si on va parler des 3 ans de la guerre en Ukraine, Yann, et cette rencontre avec Trump, entre Trump et Emmanuel Macron. Oui, rendez-vous à 18h, on va voir ce que Emmanuel Macron peut tenter d'obtenir. On voit ça dans quelques instants. Mais d'abord, on va aller voir Steve. Tout de suite, il est au Salon de l'Agriculture. Et toute la semaine, à cette heure-ci, nous vous emmenons au cœur du Salon de l'Agriculture qui se tient en ce moment même à Paris, et ce jusqu'à dimanche. Et Steve, on vous retrouve justement. Bonjour, vous êtes à côté d'Oupette, la vache égérie de ce salon. Oui, rebonjour Yann. Dans quelques instants, François Bayrou aussi va faire ses déambulations ici au Salon de l'Agriculture. Mais en attendant, on est avec Olivier Lasternas. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre, qui est le papa de Oupette, la vache égérie de ce salon. Bonjour. Vous étiez là samedi, au moment de l'inauguration du salon par Emmanuel Macron. Comment cette rencontre s'est passée? Vous l'avez rencontré, vous étiez l'un des premiers à l'avoir rencontré. Comment cette rencontre s'est passée? Cette rencontre, elle s'est bien passée. Déjà, il est resté pratiquement une grosse vingtaine de minutes avec nous, donc on a eu l'occasion d'échanger sur les problématiques de l'élevage, que ce soit le revenu, le sanitaire, l'installation des jeunes, voilà, sur les problématiques essentielles qu'on rencontre aujourd'hui. Et il en a profité aussi pour avoir des informations en direct sur Oupette et sur son éleveur. Vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu? Vous avez été entendu par le chef de l'État? Alors écouter, entendu, oui, mais c'est la problématique un petit peu, c'est que on l'entend et il nous entend, on l'écoute depuis un certain nombre d'années et on voit que les problématiques ont quand même du mal à avancer sur le terrain. Dans quelques instants, je le disais, François Bayrou va arriver dans ce salon. Vous allez le rencontrer. François Bayrou qui est issu d'une famille d'agriculteurs, qui est un passionné des bêtes. Est-ce que vous pensez qu'il va être plus à l'écoute que le chef de l'État? Alors je pense que plus à l'écoute certainement. Après les problématiques, il les connaît un petit peu mieux. Maire de Pau, en territoire, je dirais, en pleine ruralité. Donc j'espère que de ce point de vue-là, il est un peu plus au fait des dossiers, mais je pense qu'aujourd'hui, sa priorité, malgré tout, c'est pas l'agriculture. Le salon est plus, en tout cas le début du salon est plus apaisé que l'année dernière. Est-ce que les choses se sont améliorées pour les agriculteurs depuis l'année dernière? Il y a des choses positives depuis l'année dernière qui sont arrivées? Les choses positives, elles sont positives en matière de revenus notamment, puisqu'on connaît une hausse des cours qu'on n'a jamais connue, moi personnellement que j'ai jamais connue depuis 30 ans que je suis installé. La seule problématique, ou la problématique essentielle, c'est que les cours au niveau où on les a aujourd'hui, ils sont dus à un déficit de l'offre par rapport à la décapitalisation qu'on subit en élevage bovin. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'intéresse pas à nous, qu'on demande une hausse de nos revenus. Cette hausse, elle n'est pas arrivée. Il y a des gens qui se sont découragés, qui ont arrêté. Et aujourd'hui, on nous parle effectivement d'autonomie alimentaire. Mais quelle autonomie alimentaire si on n'est pas capable de soutenir massivement le peu d'éleveurs qui restent sur le territoire? Le gouvernement dit il faut produire, il faut produire, il faut produire. C'est le mot d'ordre. Vous êtes d'accord avec ce message? Oui, on est d'accord avec ce message, sauf que nous, en production bovine et production bovine allaitante, on est sur des cycles de production qui sont longs. Le petit veau d'Oupette que vous avez ici, Vienne, elle a 2 mois. Elle commencera de mettre un veau au monde dans 3 ans. Et il faudra au minimum 1 an pour que ce même produit soit commercialisé. Donc c'est vous dire le pas de temps long qu'on a en bovin allaitant. Si on n'est pas accompagné aujourd'hui, l'élevage français en termes d'effectifs ne se redressera pas. Vous me disiez hors antenne qu'il y a un intérêt quand même à être l'ami de Oupette, c'est que les politiques passent ici et qui viennent à votre rencontre. Je sais que Jordan Bardella aussi est venu à votre rencontre hier. Juste peut-être un mot sur Oupette. Alexandre, vous êtes le papa de Oupette. Félicitations. Donc elle est l'égérie de ce salon. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si spéciale? Expliquez-nous un peu l'originalité de Oupette.
Donc Houppette, c'est la mascotte de mon élevage. Depuis toute petite, donc je l'ai dressée pour l'emmener sur les concours, pour l'habituer donc à voir du monde, tout ça pour qu'elle soit bien pour le salon de l'agriculture. Et alors Houppette, sa petite particularité, d'où vient son nom justement, c'est qu'on peut apercevoir sur sa tête qu'elle a justement la petite houppette et sa petite fille commence à l'avoir un petit peu de dessiner aussi. C'est transmis de génération en génération. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, merci Olivier, merci Alexandre, et donc dans quelques instants maintenant François Bayrou qui va aussi peut-être toucher la houppette de Houppette, donc Oriane. Très bon, merci beaucoup, bonne journée avec Houppette aussi, merci d'avoir été avec nous. Un mot sur le début de ce salon, cette visite d'Emmanuel Macron qui s'est déroulée dans un grand calme, contrairement à la semaine dernière, François. Il était quand même assez bouquérisé, mais évidemment, à l'évidence, rien à voir avec l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images complètement folles. Avec des CRS dans le salon. Des CRS, et puis la violence, et puis un Macron en bras de chemise qui essaie de convaincre tout le monde et qui convainc personne. Là, ça avait l'air beaucoup plus sympathique. Je ne sais pas ce que ça donnera, parce que je trouve que l'agriculteur résume très très bien, avec beaucoup de sourire. Avec Emmanuel Macron, on parle beaucoup, il nous écoute beaucoup, il nous répond beaucoup, mais enfin bon, il n'y a rien qui se passe. Donc, bon. Ouais. Mais visite plus pour les images, ça va. Apaisée, qu'est-ce qu'il faut en déduire, Yves? C'est le contexte qui a changé, ou non, finalement il y a eu certaines réponses quand même de l'exécutif aux agriculteurs? Qui ont été formulées aux agriculteurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même un tournant, si vous voulez, avec la loi d'orientation agricole qui fait que les priorités écologiques qui avaient été présentées sont un peu remisées, moins de normes, davantage de réalisme, je dirais, dans la politique. Donc c'est plutôt assez favorable aux agriculteurs. Après, est-ce que le compte y est, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est beaucoup plus apaisée que l'année dernière, et ça paraît assez logique. Après, il y a quand même encore un point qui n'est pas un point de détail, qui est celui du Mercosur, qui est pendant, et ça va durer encore très très longtemps, parce que c'est un processus très long, le Mercosur. Est-ce que la France va réussir à s'y opposer? La question est posée. En tout cas, je suis d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'Emmanuel Macron, je suis même sûr, n'a pas rendu les armes sur la question du Mercosur. Il cherche des alliés, c'est-à-dire que 3/5, il peut les trouver. L'Italie, donc le Mercosur est encore en suspens. Ouais. Je suis d'accord avec Yves. Et Bernard Guetta qui nous disait que ça peut se jouer au Parlement. Les députés ne suivront pas forcément le choix de leurs États. Surtout avec le nouveau Parlement, oui, pourquoi pas. On continuera évidemment à parler de ce salon. On vous emmènera tous les matins. Elle est bien, Houppette. Elle est bien, hein. Elle va avoir du monde, Houppette. C'est ça. On fera le point demain sur comment ça s'est passé, Houppette et François Bayrou. Allez, on va parler d'un autre sujet. Ça fait 3 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la Russie a lancé la guerre avec l'Ukraine. Et Emmanuel Macron a rendez-vous avec Donald Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Yann, qu'est-ce qu'il va tenter d'obtenir? Ils veulent tenter de faire exister les Européens. Depuis plusieurs semaines, États-Unis et Russie échangent directement sur le dossier ukrainien avec l'Europe et l'Ukraine de côté. La tâche sera difficile. Les déclarations du président Trump cette semaine ne vont pas du tout dans son sens. Presque tous les jours, il a dit tout le mal qu'il pensait de Volodymyr Zelensky en adoptant parfois la rhétorique du Kremlin. Il l'a qualifié de dictateur sans élection. Alors Emmanuel Macron fait le pari de réorienter les intérêts de Donald Trump et il compte jouer sur la corde sensible. Écoutez. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Voilà, le premier objectif pour le président, c'est s'assurer des conditions d'une paix durable pour l'Ukraine et il arrive avec des propositions d'action. Le problème, c'est que Donald Trump, il n'a pas pour priorité de faire gagner l'Ukraine, il demande la fin de la guerre. Oui, c'est difficile d'imaginer comment la discussion va se dérouler ce soir, puisqu'au lendemain de la vidéo que vous venez de voir d'Emmanuel Macron, Donald Trump a dit que le président français n'avait rien fait pour mettre fin à la guerre, ce qui n'est pas vrai objectivement. Les Européens ont multiplié les sanctions contre la Russie et c'est cette méthode que la France aimerait poursuivre pour gérer la fin du conflit. Écoutez le ministre des Affaires étrangères hier. Nous l'avons essayé, la méthode du dialogue. Elle n'a pas fonctionné. Et donc nous pensons que pour faire venir Vladimir Poutine de bonne foi à une table de négociation où il va faire des compromis, il faut lui mettre la pression. Nous allons prendre encore un nouveau train de sanctions qui
qui vont viser des dizaines d'individus, d'entités, de banques, de navires, etc. Avec vous là-dessus. Mais nous allons le président de la République va lui dire que par le dialogue, il obtiendra très peu de Vladimir Poutine puisque nous en avons fait les frais. Ce qui a aussi de l'importance pour Donald Trump, c'est que les Européens assurent eux-mêmes leur propre sécurité. Autrement dit, qu'ils mettent plus de moyens, plus d'argent. Sur ce dossier aussi, les discussions ont progressé entre Européens. 2 réunions la semaine dernière à l'Elysée. Les médias britanniques avancent l'idée même d'un plan de 30 000 soldats chargés d'empêcher toute nouvelle attaque russe. Alors hier, le ministre de la Défense a pris ses distances dans le Parisien. Nous n'en sommes pas encore là, a-t-il dit. Merci Yann. Yves, est-ce qu'Emmanuel Macron peut obtenir quelque chose de Donald Trump aujourd'hui ? On va voir, c'est un processus long à mon avis, mais il y a quand même un moyen, me semble-t-il, de ramener Donald Trump à la raison avec l'aspect commercial. C'est-à-dire que il peut dire à Donald Trump, écoute, tu participeras à la reconstruction du pays, de l'Ukraine, tu es le mieux placé pour le faire, et en plus, effectivement, il y a en Ukraine, il y a des terres rares et qui peuvent être intéressantes pour toi. Et ça, à mon avis, c'est un langage qui peut être entendu par Donald Trump, beaucoup plus que qui voit tout sous le prisme du business, pardon. Mais simplement, oui, sur le prisme du business, il faut absolument qu'il arrive à faire en sorte que ça soit pas une reddition de la part de l'Ukraine. Ça serait le pire. Et malheureusement, on se dirige vers ça. Donc il faut absolument qu'il arrive à éviter l'humiliation, finalement, pour Zelensky. Et je pense que Emmanuel Macron part dans cet état d'esprit-là. Il peut parvenir à ses fins ? Oui, il a pris son risque, Emmanuel Macron. Il part sans aucune garantie. Il se met à porter le gifle de Donald Trump. C'est en quelque sorte, c'est Donald Trump qui va décider, pouce, lever ou baisser, qu'est-ce que je fais avec le petit Frenchie. Alors, moi, je trouve quand même que si vous voulez, les déclarations de Donald Trump, on le sait très bien, on l'a vu lors du premier Maidan, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Donald Trump, il est capable de glapir, de vociférer, de voir de quel côté ça tombe et puis de reculer. On a tous en tête l'exemple de la Corée du Nord. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs objectifs pour Emmanuel Macron. Il y a, je suis d'accord avec Yves, l'idée de ne pas d'éviter une humiliation, une reddition, une capitulation en fait de l'Ukraine. Moi, je pense qu'il peut y arriver sur les arguments de business, mais aussi sur les arguments personnels de Donald Trump. Je pense que l'argument qui consiste à lui dire si tu es faible avec Poutine parce que tu n'obtiens rien de lui, comment peux-tu être fort avec la Chine, ça n'est pas si mal de s'adresser à l'ego, et en tout cas à l'ego géopolitique de Donald Trump. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a une poursuite, il y a aussi la poursuite d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'Europe. C'est quand même assez intéressant de réaliser qu'aujourd'hui, il est tout seul. Je pensais qu'il était avec le Premier ministre du Royaume-Uni, mais pas du tout. Il viendra jeudi. Donc, il est là en tant que représentant de l'Europe. Que font les Européens ? C'est pas si mal ce que font les Européens. D'abord, ils ont été sonnés, sidérés. Mais ils s'organisent. Moi, j'entends qu'on sort maintenant les dépenses de défense des 3%, de la rigueur budgétaire. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On n'en a pas assez parlé, à mon avis. C'est fondamental. Donc, ça veut dire que face à la sidération provoquée par Trump, par J.D. Vance et son discours délirant à Munich, eh bien finalement, Trump est en train, ils sont en train de nous rendre un service aux Européens. C'est-à-dire, ils sont en train de nous réagglomérer, ai-je envie de dire. Et Emmanuel Macron, il a un but personnel, d'abord par rapport à la situation politique intérieure. Là, il se retrouve dans ce qu'il aime le plus. Bon, attention à l'hubris, parce que après, ça déboule assez vite. Sauveur du monde, là. Alors, il adore ça, il part à Washington. J'y vais. Ralliez-vous derrière mon panache blanc. On va voir ce que ça donne. Mais surtout, il y a le combat avec Giorgia Meloni. Aujourd'hui, Giorgia Meloni est l'interlocutrice privilégié de Donald Trump. L'Italie, mon Dieu, quelle horreur. On ne peut pas laisser les Italiens à cette place-là. Donc Macron, il y va aussi pour lui, pour son destin personnel. Je suis aujourd'hui le représentant de l'Europe. Donc il y a 3 niveaux qu'il faudra regarder ce soir. Peut-être qu'il va rater les 3. Peut-être qu'il va réussir les 3, j'en sais rien. Et on va parler législative allemande dans quelques instants. Est-ce que dans ce contexte, la victoire de Friedrich Merz, le conservateur qui sera probablement le futur chancelier allemand, c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et pour la France? Du coup, il ne sera plus tout seul? C'est plutôt une bonne nouvelle, si vous voulez, parce que la victoire était attendue. Elle n'est peut-être pas aussi importante que... Il aurait souhaité qu'elle le soit, mais j'ai l'impression qu'il va pouvoir faire un gouvernement, Friedrich Merz, qui est un gouvernement de coalition, qui ne sera pas
très simple, avec des alliés sociodémocrates très affaiblis. Mais bon, ils peuvent, pour le moment, ils contiennent encore l'AfD, si vous voulez. L'AfD qui était le parti soutenu par Trump et Elon Musk. Donc l'ingérence américaine dans cette élection était terrible. Et puis j'ai l'impression que Merz a décidé de se mettre sous le parapluie français, si je puis dire, franco-britannique. Et ça, c'est quand même une première aussi, c'est que les Allemands jouent la carte européenne. Et on va écouter ce qu'en dit Bernard Guetta, le député européen Renaissance, qui était notre invité il y a quelques minutes. Je suis évidemment très inquiet de cette percée et en même temps, paradoxalement, assez rassuré. Parce que ces 20% que s'est attribué l'AfD, les sondages les lui donnaient depuis de longues semaines. Or, que s'est-il passé depuis ces derniers jours et même ces dernières semaines? Toute l'équipe Trump, mais toute l'équipe Trump, nuit et jour, a martelé aux Allemands, mais seul ce parti peut sauver votre pays, le monde et l'univers, et je ne sais pas quoi, votez pour lui, votez pour lui. Pas une fois de plus. Ouais, les tentatives d'ingérence étrangère d'Elon Musk, elles ont échoué hier en Allemagne. Elon Musk, c'est une immense gifle pour lui. Je pense en plus de ça que le double salut nazi et de Elon Musk et de Steve Bannon, je pense que ça a réveillé les anticorps allemands. Il y a quand même encore en Allemagne un tabou absolu, c'est quand même le salut nazi. Et je pense qu'on n'atterrit pas si mal que ça ce matin. On n'atterrit pas si mal que ça, d'abord parce que... comme vous savez que c'est assez compliqué, il y a les deux petits partis qui ne sont pas, finalement, ils ratent la marche 4,96% au lieu du 5%. Eh bien, dans la répartition des sièges, quand on sort les calculettes, 630 députés au Bundestag, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Merz et le SPD, alliés, enfin, partenaires historiques, puisque les Allemands savent faire ça mieux que nous, eh bien, ils sont majoritaires en sièges. Si on fait les additions en pourcentage, non, mais si on fait les additions en sièges, ils sont majoritaires. Ils sont à 326 sièges et sur 630. Donc, ils ont une majorité absolue. Donc, ça veut dire que, contrairement à Scholz, qui a été obligé de godiller dans une tripartition pendant 4 ans, là, il y a quelque chose de plus stable. Ça, c'est le premier point. L'AfD, moi, je suis d'accord avec l'ami Bernard Guetta. L'AfD, malgré les millions, la viralité, les délires de Trump sur les réseaux sociaux, eh bien, l'AfD ne fait que 20%. C'est beaucoup plus, elle double. Ok, mais quand même, je pense que Alice Weidel, malgré les sourires de convenance, avait une forme de déception hier. Troisièmement, je rejoins Yves, ce qu'a fait Merz hier, je vais même plus loin, parce que bon, moi j'aime bien l'hyperbole, c'est historique. Jamais un chancelier allemand n'a dit... Nous réfléchissons à nous mettre sous la protection de la France et de la Grande-Bretagne. En gros, nous quittons l'article 5 de l'OTAN, nous quittons les États-Unis. Et même Merz a rajouté hier soir, et c'était très intéressant, je ne lis pas l'allemand, heureusement qu'il y avait une traduction, je ne comprends rien à l'allemand, à part Guten Tag, mais je veux dire par là, et les opéras de Mozart, mais je veux dire par là, il dit même, Merz, il dit, si on m'avait dit un jour que je déclarerais ça à la télévision. Donc, vous vous rendez compte du changement radical. C'est-à-dire que les affreux Jojo sont tellement affreux Jojo, en fait, c'est tellement trop, en réalité. Trump, Musk, Vance, c'est tellement trop que finalement, ça réveille aussi les anticorps européens, je trouve. On est dans un vrai tournant là-dessus. On est dans un tournant de toute manière évident. On est dans une réagrégation du couple franco-allemand ? Oui, alors on peut le souhaiter, effectivement, mais c'est possible. À mon avis, les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies parce que, à mon avis, le nouveau chancelier allemand est beaucoup plus déterminé que Scholz ne l'était, a des idées plus arrêtées, il sait où il va, première chose. Et puis deuxième chose, tout se réorganise en fonction de ce qui se passe aux États-Unis. Et on voit bien que là, finalement, Trump, comme Poutine jadis, resserre les rangs européens, même de façon involontaire. Donc, le couple franco-allemand, qui est le couple qui a toujours existé de ce côté sidurin, mais jamais de l'autre côté, faut pas l'oublier, peut être un moteur important, effectivement, des 27. Il en a besoin.
les 27 en ont besoin, et c'est très bien s'il peut se remettre debout, ce moteur. Et donc, il faut le souhaiter. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Ukraine, pour revenir à ce qu'on disait avant, parce que Merz, il est plus sur les positions de Macron que ne l'était Scholz concernant l'Ukraine. Bien sûr, le Scholz, après la décharge de Olaf Scholz, et je le redis, c'était très compliqué de gouverner à la godille dans cette tripartition. Mais c'est vrai que Merz a toujours été extrêmement clair, et bien sûr que... Mais de toute façon, voilà, Zelensky ne peut pas être abandonné. Les Européens doivent soutenir Zelensky. Emmanuel Macron, cet après-midi, c'est assez simple. Aujourd'hui, va dire à Donald Trump, OK, il y a ce que tu veux, mais il y a ce que nous, on veut. Tu peux pas imaginer que tu vas avoir une paix russe, parce que nous, les Européens, nous ne voulons pas de paix russe. Point. Donc, ça passe ou ça casse, d'une certaine manière. Vous savez, à un moment donné, ces gens-là ne comprennent que les gifles dans la figure. Moi, je veux bien qu'on dialogue avec des fleurs, qu'on arrive au Kremlin, qui est magnifique au demeurant, avec un bouquet de fleurs en disant Vladimirovitch, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien que ça fonctionne pas. De la même manière que ça ne fonctionne pas avec Donald Trump à Washington. Donc, je trouve quand même que ce matin, on n'est pas si mal, on va dire ça, c'est pas la fête au village, mais on n'est pas si mal dans ce qu'on peut mettre comme rapport de force avec ces deux monstres, au sens premier du terme. D'être montré, vous voyez. On passe au dernier thème de ce club et un rassemblement qui aura lieu ce soir à Mulhouse, 48 heures après l'attaque terroriste qui a fait un mort et 7 blessés. Bruno Retailleau et le Rassemblement national qui veulent durcir le ton avec l'Algérie. Jérôme Rabier. Le profil du suspect de l'attaque de Mulhouse, algérien condamné pour apologie de terrorisme et interdit de territoire, relance la guerre diplomatique entre Paris et Alger. Pour Bruno Retailleau, la dizaine de refus de son pays d'origine de reprendre son ressortissant est inacceptable. Dès samedi soir, il a prôné le bras de fer. Moi, je suis pour ce rapport de force parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Des mots déjà entendus dans la bouche du ministre de l'Intérieur, mais ce n'est pas lui qui a la main sur la politique diplomatique. Ce qui en fait une cible pour le Rassemblement national. En visite au Salon de l'Agriculture, Jordan Bardella a pointé l'absence de résultats de Bruno Retailleau. Que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de la sécurité des Français, doit maintenant agir ou partir. Dans le quart d'heure, aucun visa français ne devrait être délivré à l'Algérie. On devrait immédiatement suspendre les aides financières qui sont données, l'aide au développement qui est donnée à l'Algérie. Des mesures de rétorsion fortes réclamées par le Rassemblement national, mais qui ne peuvent être mises en place en quelques jours pour la porte-parole du gouvernement. Et le RN peut-être a peur de Bruno Retailleau, on va dire ça plutôt comme ça, parce que Bruno Retailleau prend des sujets qui sont des sujets sur lesquels il prospère depuis très très longtemps, essaye de trouver des solutions qui sont des solutions républicaines, démocratiques. Fiché pour radicalisation, le suspect avait aussi un profil schizophrène selon le ministre de l'Intérieur, qui a salué l'intervention rapide des policiers municipaux au péril de leur vie puisque 2 d'entre eux ont été poignardés, comme la victime de l'attaque, un ressortissant portugais de 69 ans. Yves, est-ce qu'il faut durcir nos relations avec l'Algérie suite à ce qui s'est passé samedi soir ? Le ton, il a été durci depuis le début. Enfin, ça fait un moment déjà qu'il est durci. Alors après, il faut rentrer dans les détails. Effectivement, est-ce qu'il faut limiter les visas? Est-ce qu'il faut revoir les accords de 68? Si on revoit les accords de 68, est-ce qu'on retombe pas sur les accords d'Évian de 62, qui sont beaucoup plus lâches que ceux de 68? Il faut faire très attention. Mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Il faut impérativement montrer qu'on a une politique vis-à-vis de l'Algérie, parce que l'Algérie, elle est, le gouvernement algérien depuis 1962 joue la surenchère. C'est une façon de faire de la politique intérieure en Algérie que de s'opposer à la France et que de prendre la France comme bouc émissaire de tous les maux algériens, alors que les responsables algériens ont, je dirais, la lourde responsabilité de l'échec total de leur politique depuis plus de 60 ans. Donc là, il faut vraiment, effectivement, essayer de faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça.
Oui, moi je suis d'accord, on ne peut pas rester comme ça, mais ça ne sert à rien d'agiter les moulinets. Cette espèce de course à l'échelle, tout le monde monte à l'échelle des perroquets, entre Retailleau, Bruno et Jordan Bardella. Il faut Jodoyaka, ok, d'accord, très bien. And so what? C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi, et je suis d'accord avec Yves, c'est vrai qu'on a un échec patent de cette équipe au pouvoir qui se renouvelle inlassablement. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été en Algérie, une population extrêmement jeune, pleine de créativité, et puis rien. Il ne se passe rien parce que vous avez un clan qui s'en met plein les fouilles. En fait, disons-le clairement, les choses telles qu'elles sont. Donc, on est toujours sous pas cette culpabilité, mais cette menace aussi, parce que les Algériens nous menacent de façon intrinsèque. En gros, si vous n'êtes pas content, nous, on a nos amis russes qui frappent à la porte. J'aimerais bien voir la tête de Jordan Bardella ou de Bruno Retailleau si on apprend, par exemple, qu'une base navale s'installait éventuellement en Russie, en Algérie, face à la France. Donc, tout a l'air très simple comme ça sur le papier, mais tout est, à mon avis, beaucoup plus complexe. Moi, on est tout le temps en train de penser qu'il y a des relations de haut niveau entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Je pense qu'il y en a. Mais la réalité, c'est qu'il y a un symbole, au-delà des OQTF, il y a une chose, un symbole qui pourrait tout changer, c'est Boualem Sansal. Honnêtement, c'est un écrivain français qui est emprisonné de façon arbitraire. Il est 100 malade, jours aujourd'hui. Il a un cancer, il est extrêmement affaibli. Ça, c'est pour moi le sujet. Les OQTF, ok, très bien, on peut en trouver tous les jours. Je veux dire, on peut faire 24 heures sur 24 d'informations là-dessus, ça fera rien avancer. Qu'est-ce qu'on fait avec Sansal? C'est ça, pour moi, le premier des scandales, c'est un écrivain français emprisonné et en train de mourir de son cancer. Non mais, sérieusement... Boualem Sansal, c'est évidemment, il faut exiger sa libération, mais il faut faire quelque chose sur les OQTF. On ne peut pas, OQTF vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de tous les pays, d'ailleurs. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Tous les ressortissants qui viennent de pays étrangers, il faut régler le problème des OQTF. Ça, c'est quelque chose que les Français n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi ces OQTF restent en France, et pour certains d'entre eux, très dangereux, et qui aboutissent à ce genre d'attentat. Ouais, c'est refusé 10 fois par l'Algérie. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais sur les OQTF, il y a plusieurs doctrines. Il y a effectivement, il faut régler la question des OQTF, mais on n'est pas obligé de prendre tous les OQTF, toutes les OQTF au même niveau. Cet homme-là, effectivement, vous avez raison, il était extrêmement dangereux. Il y a des priorités dans les OQTF. Dans les OQTF, vous avez le petit gars qui travaille au noir dans un bar pour survivre en France. Donc tous ces gens-là... L'Algérie qui refuse 10 fois de le reprendre. Que peut faire la France? J'entends ce que vous dites. Moi, j'entends ce que vous dites. Je ne suis pas dans le dossier administratif. Je ne sais même pas comment on peut refuser 10 fois. Je ne sais même pas comment, à un moment donné, vous n'avez pas le ministre des Affaires étrangères qui prend son téléphone et qui appelle son homologue algérien. Moi, je pense que la réalité aussi de cette question-là, c'est que c'est géré uniquement par la place Beauvau. Je pense qu'il faut sortir ces questions-là uniquement de la place Beauvau. Il faut également les mettre sur la politique étrangère. Mais est-ce qu'ils sont alignés, Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau? Ou est-ce qu'on est sur un en même temps qui, du coup, bloque les choses? Au-delà des personnalités, quand vous êtes un ministre de l'Intérieur, que vous allez discuter de ces questions-là, comme Gérald Darmanin a fait, ça n'est pas la même chose que quand vous êtes un ministre des Affaires étrangères. Ça n'est pas pareil. Je pense qu'il faudrait, si ce n'est... il ne faut pas passer les dossiers au Quai d'Orsay, mais au moins... avoir un partage des rôles, parce qu'à l'évidence, aucun ministre de l'Intérieur ne s'en sort, ni les précédents, et y compris Manuel Valls. Je veux dire, personne ne se sort... Il n'y en a qu'un qui pourra régler le problème, c'est Emmanuel Macron. Il n'y a que le président de la République, avec Tebboune, qui pourra, avec le président algérien. Est-ce qu'il est en capacité de le faire, ou est-ce que les relations sont trop tendues pour qu'il puisse régler quoi que ce soit? À mon avis, le dialogue, s'il existe, il n'existe qu'à ce niveau-là. Il n'existe pas dans les niveaux inférieurs. Avec un tiers qui peut régler le problème, ou ça peut se jouer directement entre la France et l'Algérie? Certainement pas les Marocains, donc certainement pas les Tunisiens. Enfin, les Tunisiens... non, aucun ça doit se faire en face à face. Et ça doit se faire entre Français et Algériens. Absolument. Il y aura un comité interministériel sur l'immigration mercredi, qui a été annoncé hier justement par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il peut régler quoi que ce soit selon vous, Françoise? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Régler de quoi? Sur l'Algérie? Sur l'Algérie et en général, sur les OQTF, sur les expulsions. Moi, je veux bien qu'on fasse des comités interministériels. Je vois et j'entends que c'est le Quai d'Orsay qui l'annonce, ce comité interministériel. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un engagement un peu plus fort
du Quai d'Orsay sur ces questions-là. Moi, je crois vraiment qu'il faut absolument sortir ces questions-là. Moi, je serais même favorable à ce qu'il y ait une personne, un ministre qui s'en occupe, directement rattaché ou au Premier ministre ou à la Premier ministre, pour avoir la capacité de prendre des décisions directement avec le Premier ministre. Je pense que c'est ça, véritablement, la solution. Après, vous pouvez faire tous les comités interministériels que vous voulez. Nicolas Sarkozy a même fait un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Regardez, enfin, je veux dire, on ne s'en sort pas. Je pense qu'on a besoin d'un grand débat national. Oui, ça oui. Un grand débat national, puisqu'on fait des Grenelles surtout, allons-y sur un grand Grenelle de l'immigration. Mais un comité interministériel pour faire quoi ? Un grand Grenelle de l'immigration, on sait ce qu'il faut faire, hein, donc ça sert à rien. Hein. Ouais, ça sera de la parlotte et il en sortira rien. Quoi, non, mais donc, un débat national au moins. Oui, mais enfin les débats, on n'arrête pas de débattre en France. Non, mais je veux dire, il faut des solutions innovantes. Prenons des décisions. Mais non, des solutions et donc là, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut régler le problème des OQTF, on sait qu'il faut régler le problème du retour au pays. Ça, c'est un problème majeur. Oui. Et il faut s'y pencher. Mais ça, pour ça, on n'a pas besoin de réunir la terre entière. Hein. Ouais. Avec politiquement en France une surenchère entre Bruno Retailleau et le Rassemblement national. Ou est-ce que Bruno Retailleau est un problème pour le Rassemblement national ? C'est le chaînon manquant, hein, Bruno Retailleau. Si on regarde, si vous voulez, si on regarde aujourd'hui les sondages, je ne sais pas ce qu'il adviendra de Bruno Retailleau dans le Congrès, parce que tout le monde me dit qu'il va gagner ce Congrès. Moi, par expérience, plutôt de l'autre côté de l'échiquier, je sais que quand on tient le parti, c'est très difficile de gagner, que quelqu'un d'extérieur, en tout cas, quand on tient les fichiers, c'est difficile que l'autre gagne. Bruno Retailleau, ça pourrait être cette espèce de passerelle longtemps imaginée par la droite, entre la droite et l'extrême droite. Donc je comprends très bien que Jordan Bardella soit fébrile. Ah ben oui. Oui, non, a priori, moi je pense que quand même Bruno Retailleau a un avantage. Mais faites confiance, vous êtes plus spécialiste. Non, mais il a l'avantage de l'action. J'ai peur des fichiers, moi, vous voyez. Il a l'avantage de l'action, mais après, il faut voir. C'est pas tout de suite. Attendons, mais je pense qu'il y a quand même un avantage pour Bruno Retailleau. Alors, on va continuer à parler des suites politiques de cet attentat de Mulhouse tout de suite dans la revue de presse régionale. Et Yann, évidemment, les deux quotidiens alsaciens consacrent leur une à cet attentat de Mulhouse. Avec la peur dans la ville comme sentiment dominant après l'attentat. Pour rappel, il y a un mort et 2 agents de stationnement blessés ainsi que 5 policiers municipaux. La communauté portugaise est particulièrement touchée puisque la personne tuée est l'un des leurs, Lino de Souza, un retraité de 69 ans, un vrai gentil, disent ceux qu'il connaissait, à tel point que samedi, lorsqu'il voit l'assaillant s'en prendre à des agents, il décide de s'interposer au prix de sa vie. À 19h30 ce soir, un rassemblement est prévu dans le centre-ville pour lui rendre hommage. Elle a une aussi 3 ans de guerre en Ukraine. Plusieurs quotidiens ce matin y dédient leur première page. Vous vous souvenez peut-être de ce 24 février 2022 quand au réveil on apprenait qu'il y avait plus de premières explosions un peu partout sur le territoire ukrainien et l'entrée de chars russes sur plusieurs fronts. Depuis, 7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge dans d'autres pays, 100 000 en France. Var Matin a rencontré une famille originaire de Dnipro dans l'Est, réfugiée près de Toulon. 2 parents, 3 enfants, dont la dernière qui s'appelle Stéphanie est née en France il y a 5 mois. La mère Maria, elle était à la tête d'une société spécialisée dans le recrutement de personnel ukrainien saisonnier. Alors elle se sert de ses compétences aujourd'hui pour aider les Ukrainiens à trouver un premier emploi en France. Monsieur, lui, est en CDI. Alors pour eux, même si la guerre s'arrêtait, pas sûr qu'ils choisiraient de retourner s'installer en Ukraine. Autre sujet, c'est le trafic TER interrompu à Lille hier en raison d'un vol de câbles. Oui, la Voie du Nord en fait ça une ce matin. 13 câbles sont en cumulé, plusieurs centaines de mètres qui ont été volés dimanche matin pour leur cuivre. Résultat des annulations TGV et un trafic perturbé dans la gare de Lille-Flandre. Aucun TER n'a pu circuler vers ou depuis cette gare jusqu'à la fin de journée. Allez, on finit avec des confettis. Oui, regardez cette une du journal de Saône-et-Loire. On parle beaucoup du carnaval de Nice et à raison puisqu'il est magnifique, il faut le dire. Mais aujourd'hui, coup d'œil à celui de Châlons. Hier, pour la 104e édition, des milliers de personnes ont profité du soleil et des costumes dans le centre-ville. 1200 figurants défilés sur des chars. Et si vous l'avez manqué, comme c'est votre cas, vous pourrez y aller dimanche prochain puisqu'il y a le 2e tour. Voilà, François. J'adore le 2e tour du carnaval. Voilà, séance de rattrapage. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que Nice. Bon, il y a Venise, bien sûr, qui est indépassable. Mais moi, j'adore Dunkerque quand il balance les harengs. Vous avez déjà pris les harengs? Non, moi, je suis jamais allée, mais on adore Dunkerque aussi.
aussi. Super sympa. Mais bon, avant qu'il vous arrive dessus. Bon, ça c'est moins sympa. C'est moins sympa. Yves Laïd du Figaro, on en a parlé, attentat de Mulhouse. La France impuissante face à... Et oui, avec aussi la photo du chancelier allemand, le nouveau chancelier allemand, Monsieur Merz. Merci beaucoup Yves, merci Françoise. On va au carnaval le week-end prochain, Françoise. Allez, merci Yann, à demain. Merci à tous de nous avoir suivis à 18h. Vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. À demain.